La peur de bien faire, peur de pas bien faire, peur de plaire ou de ne pas plaire. Il y en a tellement. La peur de réussir me freine numéro 1. Mais c'est en train d'aller derrière moi. C'est en train d'être terminé. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait des années et des années que j'ai peur de ça. Bonjour, je suis Marie-Ève, femme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai écouté les récits de femmes victimes de violences. J'ai observé tout ce qui se joue derrière nos masques, derrière les émotions qu'on fait, les loyautés invisibles, les schémas qu'on répète. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes avec ma méthode basée sur les neurosciences et issue de toute mon expérience. Dans ce podcast, on ne parle pas de survie, on parle de transformation, de cette bascule intérieure où tu redeviens pleinement toi. Dans la voie de la résilience, je t'emmène explorer le lien entre ton cerveau, ton histoire et ta liberté intérieure. Des conversations vraies, des outils neuroscientifiques et des rencontres avec des experts et expertes reconnus. Psychologues, avocates, artistes, dirigeantes vont venir partager leur regard, leur parcours et leurs clés de résilience. Si tu veux comprendre comment ton cerveau crée et défait les schémas qui t'enferment, abonne-toi et souviens-toi, le premier pas de ta résilience t'amène vers ta liberté. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie-Ève. Bienvenue dans la voie de la résilience. Donc aujourd'hui avec toi, je vais tenter un nouveau concept. Alors, oui, parce que je me suis dit, tant qu'à le faire avec quelqu'un avec qui je me sens bien. Bah oui, moi aussi. Donc je vais te donner des mots et tu vas me dire ce qui t'évoque, ce que tu ressens, si ce mot-là, tu as envie de le garder ou tu peux passer d'ailleurs parce que tu n'as pas envie d'en parler. Ça te va ? Ok, j'ai des jokers. Tu as des jokers. Donc évidemment, le premier mot, tu le connais, c'est résilience. Évidemment. Résilience. Écoute, ça m'évoque beaucoup de choses à plusieurs étapes de ma vie. Je crois que j'ai appris avec le temps que d'une part, on pouvait commencer sa résilience à n'importe quel âge. En fait, ça dépend à quelle épreuve tu es confronté. Et qu'il y a plusieurs étapes aussi dans une résilience pour guérir à différents niveaux. Et je pense, moi, avoir peut-être réussi à guérir quand j'ai enfin accepté que les raisons pour lesquelles, par exemple, j'étais soit sous emprise, soit dans une situation compliquée socialement, ou que ce soit, par exemple, quand j'étais enfant, quand j'ai vécu du harcèlement, ou alors dans un couple avec donc une emprise très forte. C'est des situations différentes, mais qui sont liées par quelque chose de commun, et je crois avoir saisi maintenant qu'en fait, ça vient de quelque chose à l'origine d'une blessure, et peut-être d'un besoin aussi de choses qu'on a à traverser dans cette vie. Si on a envie de croire que peut-être on est venu accomplir quelque chose dans ce passage sur Terre, je ne sais pas, c'est une croyance, tu vois, mais en tout cas, si on a envie de penser comme ça, on se dit que parfois, peut-être aussi, on avait besoin de passer par ces choses-là. En tout cas, moi, dans mon parcours, c'est une manière aussi de faire la paix avec tout ça, c'est que je me suis rendu compte que, ah oui, il y a peut-être une logique, en fait. Et si j'ai démarré déjà, petite, dans un schéma où j'avais une très, très, très grande force de liberté, et que j'ai dû me mettre sous emprise, presque, pas volontairement bien sûr, hein, pas consciemment, mais il y a quelque chose où j'ai eu besoin de passer par là, c'est bien que j'étais venue expérimenter quelque chose. Et d'avoir compris ça, ça m'a aidé à presque terminer cette résilience. Mais tu dis au début de ta réponse, tu dis « j'ai peut-être réussi à ». Parce que je me suis rendu compte que c'est pas bien de toujours parler avec beaucoup de certitude et d'être absolument sûr que... Je pense que c'est bien de... En ce moment, je saupoudre un peu ma vie et ma façon de penser de choses un peu plus... moins brutes de décoffrage et un peu plus légères. Et donc, ça fait aussi partie... Par exemple, je suis tombée une fois dans l'emprise, puis je suis tombée une deuxième fois dans l'emprise. Donc peut-être que la première fois, je croyais que j'avais compris. Et puis en fait, non. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai compris tout ça, mais j'essaye d'être un peu plus aussi... à la fois, j'essaie d'être un petit peu plus tolérante avec moi. Et ça va aussi avec le fait de dire, a priori, j'ai compris, mais peut-être je peux encore me tromper. C'est un peu plus de souplesse. En fait, en ce moment, j'invite vraiment beaucoup de souplesse dans ma vie parce que j'en ai envie. Tu en as envie, tu en as besoin ? Oui, je pense que c'est plus juste, en fait. C'est que j'ai passé des années à construire une carapace, à construire quelque chose pour justement ne plus souffrir de certains schémas très répétitifs. Et je crois que c'est toi qui m'avais dit que
cette phrase connue de Jung qui dit que tant qu'on n'a pas compris, l'univers va nous représenter la même situation. Et voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus intéressant pour moi d'être dans une forme de souplesse et de gentillesse avec moi-même, en fait. Et c'est quelque chose dont j'avais pas l'habitude. Moi, je suis vraiment une fonceuse, une guerrière dans ma tête. Je me dis ça parce que... Et en fait, on atteint parfois des points de craquage ultimes où on ne peut plus. Et c'est là, récemment, que je me suis dit, en fait, si je veux pas régulièrement aller au point de bascule où je craque, il faut peut-être que je sois un peu plus calme, en fait, un peu plus souple, un peu plus douce. Envers toi-même. Envers moi-même. Ça me fait penser à... Il y a plein de mots derrière qui vont arriver et que je connais qui sont en lien avec ce que tu viens de dire. Mais le prochain, ça serait présence. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, le mot présence? Ça m'évoque deux choses. À la fois, le plus évident, c'est ma présence que j'ai dû travailler en tant qu'actrice. Parce que je sais qu'avant, on me disait, mais c'est marrant, t'es pas là dans tes yeux. Il y a quelque chose, c'est comme si t'étais pas là, même dans mes photos, j'étais pas là. Et en fait, c'est parce que j'étais évidemment pas encore en place dans mon corps de femme, dans plein d'aspects de ma personnalité. J'étais aussi, je pense, beaucoup en souffrance sur plusieurs points. On traverse tous des choses qui font qu'à un moment, on s'installe. Et il y a vraiment un moment où je l'ai vu dans mes photos, et je l'ai vu dans mon jeu d'actrice, je l'ai vu dans tout. D'un coup, il y a un moment, j'étais là, il y avait quelqu'un. Et c'est quelque chose qui se travaille à la fois en tant qu'actrice, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui... l'aura, la présence, le fait de projeter en fait avec son énergie quelque chose comme une sorte de projecteur autour de soi. Donc ça, c'est vraiment technique, mais c'est bien d'en prendre conscience. Ce dont j'avais pas forcément conscience au début. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, ça peut paraître pas important, et en fait, quand on fait un métier où on s'adresse au monde, en fait, c'est primordial. Donc pour moi, c'est très important. Et il y a aussi, ça me fait penser, présence au monde. Comment je suis présente au monde. Et d'ailleurs, on me dit souvent, on tente de me dire souvent, mais de quoi tu t'intéresses là? Toi, t'es actrice. Et moi, je dis souvent, non, je suis citoyenne du monde, au même titre que la personne qui me parle. Et je lui dis, tu vois, t'as des points de vue sur la vie, sur le monde, sur la société dans laquelle on évolue. Et tout en gardant une certaine mesure, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi une présence au monde active, et qui donc va pouvoir donner peut-être un petit peu de soutien aux femmes victimes de violences, en s'engageant, en allant peut-être manifester, en allant porter en fait notre voix. Pour moi, c'est être présent au monde d'une manière pas égoïste, quoi. On n'est pas que sur soi. On est aussi... Moi, je suis très sensible plutôt à trois causes qui sont les enfants, les violences faites aux enfants, les abus, et les femmes, et évidemment notre planète, parce que je comprends pas comment on va continuer à vivre dans ce monde si on ne fait pas attention à la Terre. Tu disais que tu as eu une bascule où tu as pris conscience de la présence à ton corps. Tu as dit ça, il me semble, si je me souviens bien. Parce que tu as dit beaucoup de choses après. Est-ce que tu sais s'il y a eu un moment ou un événement précis qui t'a fait, on va dire, basculer et prendre conscience qu'il fallait que maintenant tu changes, ou ça a été vraiment, on va dire, insidieux, et ça a été au fil de, je sais pas, peut-être ta carrière, peut-être tes rôles, je sais pas. En fait, j'avais conscience, puisqu'on me le disait, que j'étais à la fois là et pas là. Ce qui est très perturbant et très énervant, parce qu'au début, j'avais pas de prise là-dessus. Et je me disais, mais bon sang, je suis où si je suis pas là? Et pourquoi je suis pas là? Et je me sentais vide. Je me disais, mais je peux pas être actrice si je suis pas dans la transmission. Donc, je peux rien transmettre si je ne suis pas présente. Donc, c'était une sorte de chose qui me traînait dans la tête, mais j'avais pas de formule magique pour le travailler. C'est juste qu'au fur et à mesure de travail sur moi, de réparation aussi, de pas mal de fuites émotionnelles. C'est comme si j'avais un petit peu colmaté tout ça. Et c'est un peu pour ça que je disais avant que je crois que je me suis construit une carapace que maintenant j'assouplis. Parce que ça y est, j'ai plus besoin
C'est un peu comme dans mes rôles d'ailleurs, on pourra y revenir, mais c'est vrai que ou je peux le dire maintenant, le rôle par exemple que je joue dans Pax Massilia d'Olivier Marchal, qui est une avocate très très dure, a beaucoup de puissance, c'est une femme puissante. Et en fait, dans la saison 2, je l'ai jouée très justement, elle prend la place quand elle arrive. Elle est puissante par sa façon d'être. Et en fait, maintenant, mon jeu, l'excitation que j'ai pour la saison 3, c'est justement d'enlever maintenant ça. Parce qu'elle a pris la place. J'ai plus besoin. Elle n'a plus besoin, en fait. Elle est là. Et donc, je suis exactement... c'est mon coach d'acting qui me dit souvent ça. Il me dit souvent que mes rôles précèdent légèrement ce que je suis dans la vie. Mais c'est pas qu'il a projeté ça, c'est que ça fait des années qu'on travaille ensemble et qu'à chaque fois, il se trouve que le rôle précède quelque chose que moi, je suis en train de transformer dans ma vie. Et c'est pas un rôle qui me suit, c'est bizarrement, le rôle me précède. Donc c'est assez drôle, en fait, on en rigole, parce qu'à chaque fois qu'on me donne un nouveau rôle, on se dit « Ok, alors qu'est-ce qui va se passer ?» Et c'est vrai que ça vient teinter comme ça, il y a une sorte de résonance. Donc là, ça serait plutôt la puissance, parce que... C'est la souplesse, maintenant. Non, mais par rapport à tu parles de... Comment elle s'appelle? L'avocate d'Ampax. Oui. Chris, je m'appelle Chris. Voilà. Elle... Tu disais, elle est puissante, quand elle arrive, elle incarne quelque chose. Elle prend de la place. Elle prend de la place. C'est ça, du coup, que tu espères. Ça s'est fait, oui, c'est pour ça. Là, c'est pour ça que je te disais, maintenant, je suis dans une souplesse, j'allège, parce qu'en fait, ça y est, et c'est exactement ça, c'est que maintenant que la carapace, je l'ai bien portée, ben, je pense que je peux un petit peu... gentiment l'ouvrir, peut-être pas complètement la déposer, mais il y a vraiment et ça fait donc ça, pour moi, ça boucle avec l'idée de la résilience, c'est qu'il y a un moment où ça y est, je peux déposer ma carapace, pas tout le temps, parce que je pense que c'est pas sain non plus d'être sans défense, mais c'est je sais pas, ça me semble juste aussi de pas être tout le temps sur la défensive. Je pense qu'il y a un moment, il faut pouvoir un peu s'ouvrir et moi, j'ai été très volontairement seule pour ne plus être blessée. Je pense que ça y est, je vais pouvoir me resocialiser. Comme tu l'es déjà, je pense, beaucoup. Pas tellement, non. C'est une impression, ouais. Donc ce mot présent, c'est un mot que tu as envie de garder finalement, qui maintenant te colle un peu à la peau. Essentiel, en fait, finalement, je pense que c'est ce que j'ai en tant qu'artiste, puisque j'ai toujours voulu être artiste depuis que je suis petite, j'allais dire à temps plein. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit, dessiné, je voulais chanter, mais ça y est, ça vient. C'est en train, avec un EP musical de 6 titres. Mais pour moi, la présence, c'était vraiment comment je pouvais être présente dans ce monde. Dès que j'étais toute petite, je pensais à ça, en me disant comment je peux l'intégrer, ce monde, le digérer à ma manière et le rendre artistiquement. Donc pour moi, la présence au monde, elle est pas que sociale et civique, comme je disais tout à l'heure, mais elle est vraiment artistique et je veux être au monde en tant qu'artiste. Voilà, je veux pas être au monde autrement. Ouais, tu peux parler de tes peintures, du coup. Je peux parler de mes peintures que j'ai eu la chance d'exposer grâce à l'association Cinève d'une certaine Marie-Ève Paulet. Ouais. Oui, on a exposé à Marseille. Oui. Une trentaine de peintures, je pense, qui sont faites depuis... Il y en a qui sont récentes, il y en a qui sont anciennes. Et voilà, un pourcentage des bénéfices est reversé à Cinève. Et pour moi, c'était vraiment important parce que c'était aussi une manière de montrer un peu mes tripes, quoi, montrer ce qu'il y a à l'intérieur, puisque quand je dessine, c'est vraiment l'endroit où je me pose pas la question si ça va plaire ou pas plaire aux autres. Après, quand je les vends, oui, bon là, je suis contente, on a vendu une dizaine de toiles et j'étais très touchée que les gens achètent et veuillent s'approprier quelque chose qui est sorti de moi, qui n'était pas facile avant pour moi, cette démarche-là, alors que maintenant, elle me semble tout à fait naturelle parce que bah voilà, je peux partager avec le monde un petit bout de ma perception à moi. Donc je suis très contente, surtout qu'en plus, depuis que moi j'ai commencé en faisant architecture, en présentant les beaux-arts, et j'ai toujours peint et il y a vraiment des choses... D'ailleurs, j'ai vendu des choses qui étaient très très anciennes. J'aime bien parce que je me dis, bon allez, hop. Et des choses que j'aime parce que j'ai pas gardé ce que j'aimais pas. Donc c'est merci. Merci à toi pour ta confiance aussi. Tu n'étais pas obligée. Et donc, en fait, tu peins avec le petit accent marseillais. Tu chantes et tu joues.
Tu joues, tu es actrice, quel mot? Tu écris aussi, ouais. Plus important parce qu'en fait, on va dire le nœud de tout ça, c'est quand même l'écriture, puisque même quand on peint, en fait, on formule dans sa tête un petit peu une idée de ce qu'on... Les mots, pour moi, sont essentiels. Et parler aussi de sa peinture, c'est important. Savoir écrire dessus, savoir écrire, en fait. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis petite aussi, j'adorais les concours dans ma bulle. Et je faisais plein de concours. Et je faisais des concours d'écriture. Et j'ai toujours aimé ça, des concours de poésie. Et là, aujourd'hui, mes chansons, c'est surtout des mots que je mets en musique. C'est vraiment, je veux transmettre des mots, transmettre des histoires. Je suis pas complètement à la mauvaise place en étant actrice, mais ce qui me frustre, c'est de pas pouvoir transmettre mes mots et mon histoire. Et là, je peux le faire. Donc maintenant, je m'exprime à travers la poésie, à travers l'écriture sous toutes ses formes, et écriture de scénario aussi en ce moment. Je vais te dire, Ah bah là, j'ai lâché les chevaux, comme on dit. Il était temps. Il était vraiment temps, parce que j'aurais pu faire ça. Enfin, j'ai essayé de faire ça à de nombreuses reprises, notamment à 2 reprises où j'ai été coupée net dans mon envol par 2 relations qui ont été toxiques. Il n'y en a eu que 2 dans ma vie, mais elles m'ont bien freinée. Et à chaque fois que j'ai voulu faire un court-métrage, faire un film, etc., ou d'autres, une pièce de théâtre, une fois, à chaque fois, en fait, il se trouve que ces relations-là m'ont coupé les ailes. Mais je me suis bien recousu les ailes. Elles ont repoussé beaucoup plus fort. Et là, je me suis dit, c'est terminé, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Peut-être que la vie va s'arrêter tôt, alors je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Donc je fais les choses et puis on verra bien. La partie difficile, c'est ne pas m'arrêter à me dire, ah oui, est-ce que les gens aiment, est-ce que les gens n'aiment pas. J'ai fait 5 chansons pour l'instant qui sont très différentes. Et il n'y a pas une personne qui aime la même chanson, en fait. Donc ça fait partie du travail aussi sur le regard des autres. Il y a une chanson sur le regard des autres, d'ailleurs, et en anglais. Bon, c'est un apprentissage, quoi, permanent. Mais bravo pour ton courage, du coup. Parce qu'il faut quand même du courage. Non, mais si. Ah si, il en faut. Mais oui, voilà. Donc, il en faut. Il en faut parce que tu te livres, parce que tu sors de ta zone de confort et plein de choses. Et donc, je te souhaite que ça fonctionne, très chère Laetitia. On verra. Tu sais pas. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, tu l'auras fait. Oui, puis je pense que moi, ce qui m'importe, c'est que ça fasse du bien à certaines personnes. J'ai une amie qui me dit, cette chanson, je ne peux pas m'empêcher de l'écouter en boucle, je l'écoute en boucle. Bon, moi, ça doit lui faire du bien quelque part, sinon elle ne l'écouterait pas en boucle. Et une autre personne que je connais n'aime pas cette chanson. Donc, moi, le but, c'est que chaque petite chose, petite graine, en fait, aille se planter quelque part. Je ne vais pas devenir ni Rihanna. On va voir tes concerts au Stade de France. Ben pourquoi pas. Le prochain mot, c'est silence. Ouais. Ça me fait penser au silence parfois difficile auquel on est confronté quand des personnes ne peuvent pas nous aider ou quand on ne peut pas aider. Par exemple, le silence, mais involontaire, de certains parents qui n'ont pas les outils pour aider des enfants ou des jeunes femmes ou des jeunes hommes d'ailleurs, dans des situations d'emprise. Parfois, en fait, ou alors on se mure dans le silence aussi. Il arrive qu'on nous dise les choses et qu'on ne les entende pas. Donc, ça me fait penser à l'incommunicabilité, tu vois, entre les gens. Il y a des fois où, en fait, ça ne passe pas. On a beau nous dire, là, tu es dans une situation dangereuse, on n'est pas prêt. Et en fait, c'est vraiment aussi ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des fois, on n'entend pas. Moi, on m'a dit des choses, je n'étais pas prête à les entendre. Il a fallu que mes ailes se fassent brûler pour que je les entende. C'est comme ça. Donc, il y a eu aussi une impression de silence. Moi, ça m'est arrivé de me dire, mais oui, mais on m'a rien dit. Puis les gens m'ont dit, si, on t'a dit. Voilà, donc on a une perception du silence qui n'est pas la même selon notre parcours, notre avancée dans la vie, je pense. Et il faut aussi être indulgent. J'ai pas entendu à l'époque, par exemple, ou moi, j'ai pas été capable de dire des choses. Et ce silence, est-ce que tu l'utilises toi dans ta communication ou pas? Je devrais. Pourquoi? Je le fais. Je devrais plus le faire. Parce que finalement,
Je trouve que c'est assez beau, j'apprends ça en tout cas, quand il y a un grand silence et qu'il y a quelques petites choses qui s'échappent, en fait, elles ont presque plus de valeur que quand on est dans un flot comme ça d'informations. Et sur les réseaux sociaux, c'est un vrai problème parce que c'est ce à quoi on est presque obligé. On est presque des esclaves de cet algorithme. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et les gens me disent toujours, tu gères super bien tes réseaux. Et je leur dis, non, pas du tout. Enfin, à chaque fois, je souffre d'avoir à faire un post, ça me prend des heures. Et bon, du coup, c'est bien, parce que comme j'aime pas trop le faire, je le fais pas trop souvent. Mais je voudrais... mais ça, on parle des réseaux sociaux, mais je pense que dans la vie aussi... Bon, là, on parle, évidemment. Mais je pense que c'est bien de pas trop en dire, finalement. Ce qui n'a pas du tout toujours été ma position. Pas trop en dire sur quoi? Sur toi? Surtout? Ouais, c'est-à-dire que finalement... J'aime bien, d'ailleurs dans mon jeu, en fait c'est complètement cohérent avec mon jeu, c'est-à-dire que ma devise c'est vraiment less is more, donc moins j'en fais, mieux on perçoit les choses. Et en fait je crois que dans la vie, parfois on est noyé comme ça dans un flot de plein de choses, parfois on parle trop, je parle pour moi. Et il me semble que l'essence de parfois ce qu'on pourrait créer, surtout dans la création, elle est plus... Pourquoi tu ris? Parce que je souris parce que moi, je parle beaucoup. C'est différent. Après, on est tous différents. Mais moi, je parle pour moi. Je pense que je suis finalement... En fait, voilà, l'extrait que c'est comme avec un jus de fruit, tu vois. Finalement, c'est plus concentré, c'est plus puissant quand moi, j'en donne un petit peu moins, mais mieux. Et j'avais tendance avant à me diluer dans tout. C'est-à-dire... trop de relations, trop de rendez-vous, trop de blabla, en fait. Et donc, beaucoup moins de temps de création aussi. Beaucoup moins de temps de qualité. Donc, j'essaye d'aller vers là. Je comprends. Parce que, comme tu disais, le problème des réseaux sociaux, c'est que ça demande... Enfin, ça demande du temps, ça demande de l'engagement aussi, parce que c'est... Le mot esclave de l'algorithme, moi, j'adhère complètement, tu vois. Mais, et alors, tu te dis, non, mais je vais pas le faire. Et en même temps, tu peux pas ne pas le faire non plus parce que enfin, quand il n'y a pas des comptes à 1 million d'abonnés, ben, ça se fait pas tout seul. Hein. Après, bien sûr, ça se fait plus ou moins machinalement, on va dire. Mais c'est vrai que moi, je le déplore un peu, ça. Mais je suis pas certaine qu'on puisse vraiment y faire quelque chose à ça. Ça va peut-être très très bientôt s'écrouler avec l'IA de toute façon. Vu que là, on ne supporte plus de regarder des vidéos, on ne sait plus si c'est vrai ou pas. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un gros tournant. Je ne sais pas où on va, mais en tout cas, là, on y va très très vite. Donc on verra. Le prochain mot, c'est regard. Je pense que moi, je l'entends par rapport au regard qu'on porte sur les choses et la manière dont on regarde une situation, par exemple. En fait, bizarrement, ça me fait penser à mes engagements, par exemple, avec les guerrières de la paix, tu vois, où j'ai un regard sur le conflit, par exemple. Ça peut être ce conflit-là, mais il y en a d'autres. Je parle du conflit israélo-palestinien, bien sûr, mais en ce moment, il y a l'Iran, et puis il y a toujours quelque chose. Malheureusement, ce monde n'est pas en paix. Et en fait, le regard qu'on porte sur les événements, il est très facile de s'enflammer, de se sentir outré et physiquement, hein, de souffrir d'une situation. Et moi, je me suis toujours dit, depuis très très jeune, je vais essayer à chaque fois de faire un pas de côté. Je me suis toujours dit que j'allais monter sur ma petite montagne, faire le sage philosophe et regarder les choses, justement, avant de réagir. Ce qui fait que je suis vraiment d'un tempérament, moi, très secondaire. Je ne réagis pas tout de suite. D'abord, je peux rester comme ça, froide, et ensuite me prendre la vague d'émotions. Mais ça m'aide aussi parfois à me dire, je vais pas... on est humain, hein, donc on va aimer et haïr très très vite. À la première seconde parfois. Et ensuite, on va se dire, oula, peut-être que cette personne a sa blessure, peut-être qu'il parle depuis sa blessure, et que je l'entends depuis ma blessure. Qu'est-ce qui se passe si je regarde différemment et que je me mets au milieu? Donc c'est vraiment tout ce travail-là qui est un acte pour moi vraiment de courage. C'est un acte physique. C'est un acte... Quand je dis physique, c'est parce que le corps est vraiment engagé. Et quand on voit à quel point on peut s'énerver rapidement,
Donc voilà, regard, c'est le regard qu'on peut porter sur le monde et les humains qui le composent, quoi. Et nous, avec. Et justement, le prochain mot, c'est corps. C'est corps ? Comme quoi. Alors ça, c'est balèze. En fait, j'hésite, c'est-à-dire que je me dis corps, corps en souffrance ou corps en jouissance. Il viendra désir après, donc. Mais et finalement, tu vois, j'ai l'impression que tu as déjà vu les mots. Non, je ne les ai pas vus. Non, mais corps, c'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie évolution. Oui, en fait, tout est un petit peu lié, mais ce corps qui est vraiment le réceptacle de tout, de nos émotions, de nos expériences de vie, qui porte les cicatrices de tout ce qu'on traverse, nous parle. Et pour moi, on est vraiment en dialogue, en fait, si on écoute un petit peu. Et tout ce qui est maladie, tout ce qu'on a pu traverser, c'est le miroir de, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce qui est beau dans un corps en souffrance, c'est qu'il arrive à guérir quand on a la chance qu'il puisse guérir. La chance, je pense qu'il y a une part de chance. Parce que j'allais dire, il y a toute une part aussi de volonté, d'écoute et de mise au diapason de l'esprit et du corps. Mais il y a parfois des situations où c'est trop tard. Et voilà, on n'a pas aussi les capacités en 2026 aujourd'hui d'avoir aussi recours à la science pour tout. Donc c'est un mystère. Le corps est notre véhicule, je crois, là, sur ce petit passage. Et je dis souvent que je vois la vie comme un jeu vidéo. En fait, dans ma tête, c'est Mario Kart. Un Mario Kart. Pour de vrai, ouais, ou Zelda, mais un peu Mario Kart quand même. Et avec Zelda, c'est mieux quand même. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression toujours d'être dans mon petit kart comme ça, avec des petites vies, tu vois. Hop, j'ai une vie en plus et j'avance. Et en fait, mon corps, c'est mon kart, quoi. Donc j'en prends soin. Et je me dis à chaque fois, quelle est la prochaine mission, où est-ce que je dois aller. Donc mon corps, pour moi, c'est vraiment aussi une tyrannie aussi. Ah. Ouais. Parce qu'on correspond ou pas à telle image, à telle époque. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais complètement pas à la mode avec mes hanches méditerranéennes. Et par exemple, pour ne citer que ça, alors qu'aujourd'hui, les filles se font rajouter des fesses. Je veux dire, je ne comprends pas. Ou avec des collants. Enfin si, je comprends. Je vois bien d'où ça vient. Je vois l'historique avec les stars qui ont initié cette chose. Mais c'est tellement fragile, en fait. Enfin, l'image qu'on a de notre propre corps est compliquée. Je vois qu'il y a plein de filles qui souffrent, beaucoup de filles, mais il y a des hommes aussi qui souffrent de dysmorphophobie, qui se voient pas du tout comme elles sont. Et je pense qu'on a tous un petit peu quand même une vision biaisée de notre corps et qui peut engendrer des souffrances. Donc c'est aussi, voilà, cette partie de vie peut aussi être l'occasion de faire la paix avec ça. C'est pas du tout facile parce qu'on n'est pas tout seul dans l'histoire. Il y a aussi tout le monde et le regard des autres. Et justement, toi qui es tout le temps, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, mais t'es jugée par le regard des autres souvent, soumise au regard des autres. Enfin, ton corps, c'est comme tu dis, en plus, toi, c'est ton outil de travail. Parce qu'on va te choisir aussi parce que tu as ce corps-là pour tel rôle. Tu vois ? Et ça... C'est une tyrannie. Par exemple, je crois qu'on en parlait, le rôle que je fais en ce moment est très méchant. Les gens projettent sur moi que je suis très méchante. Oui, mais oui. Heureusement que j'ai joué avant des rôles où je suis très gentille. Parce que moi, pendant des années, on m'a dit « Oh, mais vraiment, vous nous avez tellement touchés, vous êtes tellement émouvante. » Et moi, j'étais hyper heureuse de recevoir ça. Et maintenant, je me dis « Ah ok, donc parce qu'en fait, j'ai un visage fermé et que j'ai l'air très très dur, je dois forcément foncièrement être méchante. » Et donc ça, c'est aussi une tyrannie du regard de l'autre sur notre... C'est une apparence. Bon, faut faire avec. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ça. Frontières. Frontières. Eh oui. Il y a plein de choses à dire là, je crois. Oui, frontières, parce que moi, je fais partie d'une famille qui est multiculturelle. Mon papa est français, ma maman est libanaise, une famille dans laquelle il y a 3 religions. Et moi, je me suis toujours rêvée en trait d'union, en me disant, je vais les faire... Enfin bon, je ne sais pas pour qui je me suis prise pour vouloir faire se rejoindre des gens qui ne se parlent plus. Mais c'était un rêve, comme ça, dans ma tête.
Et je pense que je le réalise plus à travers mon travail finalement et par les choix des rôles que je fais. Euh, Peut-être, je ne sais pas, que dans ma propre famille, mais peu importe, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est comment je traduis ça en fait dans ma vie. Et, et voilà, je suis assez contente finalement que j'arrive notamment à jouer des personnages complètement différents, de nationalités différentes, voilà, de plus en plus françaises, y compris, heureusement. Et voilà, donc Frontières, ben, pour moi, c'est vraiment l'histoire que ça me raconte, c'est de les briser, quoi, d'être dans le commun plutôt que dans l'obsession des communautés, en fait. Et ça peut paraître évident, et pourtant, dans la vie réelle, on se rend bien compte que les frontières sont tout le temps un problème, c'est immédiat. Et on parlait du corps aussi juste avant, et par rapport à Frontières, il se trouve que moi j'aime beaucoup le décodage biologique et que donc la signification des maladies, etc., en fonction de ce qu'elles représentent et ce qu'elles évoquent, ça aide aussi beaucoup à la guérison. Et la peau, il se trouve que c'est la frontière entre, évidemment, nous et le monde. C'est la plus grande surface, en fait, c'est l'organe, si on considère la peau comme un des organes du corps, qui a la plus grande surface et qui est notre frontière entre nous et le monde. Et il se trouve que moi, pendant 12 ans, c'est pas encore complètement terminé, j'ai été complètement tachée sur le visage, justement. Et j'avais des pays qui se sont dessinés sur mon visage. Et c'est pas une blague parce que j'ai les photos. Je veux voir ça. Ouais, c'est un de mes projets artistiques, mais c'est Super. vraiment perturbant. C'est-à-dire que j'avais vraiment des pays sur le visage, quoi. J'avais des pays qui, en fait, en les analysant, en les retrouvant sur des cartes, etc., je me suis rendu compte que c'était des pays dans lesquels les femmes de ma famille avaient migré. Si. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, en fait, sur ma peau? Et j'ai fait des cartographies sur 12 ans qui évoluent. Et les plaques migrent, elles vont à différents endroits, ce qui n'est pas normal non plus. Parce qu'en fait, ça s'appelle un mélasma, ce que j'ai. Okay. Elles ne sont pas censées changer de place, les plaques. Et même les dermatos m'ont dit, je ne comprends pas. Donc en fait, c'est assez drôle. Et à un moment, j'avais l'Italie sur la tronche, j'avais le Liban, j'ai eu Israël sur le visage, j'ai eu la Centrafrique, sachant que ma grand-mère a travaillé là-bas. Voilà. Frontières. Ok. Je suis curieuse de voir ça quand même. Donc le prochain mot, c'est désir. Eh ben, désir... C'est la question que je vais te poser après. Désir de vivre. Désir de vivre, c'est important parce qu'on le perd régulièrement dans le monde dans lequel on est. Et je pense que vraiment, je ne suis pas la seule à perdre le désir de vivre. Je le récupère régulièrement, mais à perdre le désir d'enfanter, parce que ce monde est fou, à perdre le désir d'être avec les autres humains, parce qu'il y a trop de souffrance en ce moment. Enfin, vraiment, il est mis à mal, là, vraiment, le désir. Et après, ça, c'est une partie de ce que j'entends, évidemment, dans le mot désir. Après, moi, le désir, c'est quelque chose aussi qui me porte, qui me pousse. C'est une sorte de feu intérieur. Le désir, en contradiction avec ce que je viens de dire, normalement, quand le monde va mieux, qu'il est moins orange aussi, je ne sais pas si certains auront la référence. Normalement, le désir, c'est quand même ce qui me pousse vers l'humain, vers l'autre, de manière générale. Donc, c'est aussi le désir de créer, c'est aussi le désir de continuer à vivre. Simplement, parfois, il est mis en danger. Et toi, tu l'écoutes ou tu le retiens? Ça dépend des fois. J'avais tendance à le retenir. Et puis maintenant, en fait, quand il y a quelque chose qui jaillit comme ça d'instinctuel... j'essaye de l'écouter en me disant là c'est mon corps qui parle, ça doit être juste. C'est un travail aussi, c'est un travail d'apprentissage. On nous apprend tout l'inverse, on nous apprend à ne pas vraiment faire confiance au corps alors que c'est complètement idiot. Mais bon, c'est une société entière à faire évoluer vers la confiance du corps. Et donc la question que tu te doutes que je vais te poser, c'est juste... Non, peut-être pas. Mais si, on en a déjà parlé. Est-ce que le regard désirant des autres sur toi, que on voit sur tes posts, tes commentaires Instagram, est-ce que ça a déjà brouillé
ta perception de toi. Ça, c'est pas un mot, ça. Non, mais c'est ma question. Et j'ai le droit. J'ai le droit parce que c'est mon podcast. Est-ce que ça... Mais tout à fait. Est-ce que ça a brouillé ma... Non. Non, parce que je les prends vraiment pour... En fait, moi, parfois, il m'arrive... J'arrive pas à l'exprimer. Parce qu'en fait, je suis pas du tout... Moi, je suis pas du tout dans l'admiration béate. J'ai jamais eu ce truc. Par exemple, j'étais extrêmement, extrêmement fan de Michael Jackson quand j'étais jeune. Mais j'ai jamais eu ce truc où je ne le voyais pas comme un autre humain. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un... J'arrive pas comme ça à avoir cette fascination pour une star. À chaque fois, je me dis, il va aux toilettes comme tout le monde, quoi. Oui. Et quand moi, je lis les commentaires, je me dis, bon, là, ils sont pas tout à fait au point. Certains, ils partent un petit peu dans des délires, ils veulent tous m'épouser ou lécher mes aisselles grâce à Fauda. J'ai eu un truc absolument délirant. Non, mais tu parles du corps. Il a fallu que quelqu'un m'explique pourquoi il y avait une fascination sur ses aisselles. C'est qu'à un moment donné, dans Fauda, je me réveille comme ça. Je suis au lit comme ça, je me réveille. Et j'arrêtais pas de recevoir ce genre de commentaires. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai posé la question en story et on m'a répondu. Je t'imagine, en fait. Oh, mais tu reçois ça 15 fois et tu te dis, il y a quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tu vois, ça t'aide vachement quand même à prendre de la distance. Tu te dis... Bien sûr, c'est fou. Voilà, c'est fou. donc ça n'a pas brouillé ma perception de mes aisselles. Je me suis dit qu'elles étaient jolies et que je devrais m'inscrire sur un site d'aisselles pour arrondir mes fins de mois. Ouais, quoi. ce que j'ai... Bah ouais, non, mais j'ai- c'est sûr, voilà. Moi, j'y ai pensé. Hein. Écoute, ouais, donc ça te donne des ouvertures. Des ouvertures professionnelles. Ouais, voilà, c'est ça. Oh là là, je m'y attendais pas à cette réponse du tout. Tu vois, comme quoi, le prochain mot, c'est légitimité. On redevient un peu sérieux quand même. Wow. Alors, légitimité. Eh bien, elle s'acquiert. Alors, c'est marrant que tu me dises ça parce que tout à l'heure, en venant ici, je marche sur le trottoir comme ça et il y a 3 mecs qui sortent d'une petite échoppe et qui, à aucun moment, ne se disent qu'ils vont se pousser. Ah oui. Et moi, comme il y a une femme en face, ils attendent que je me pousse. Et moi, j'ai fait comme ça, là, clac. Et à aucun moment, j'allais me pousser. Et en fait, ça les a surpris. Et je me suis dit, waouh, le nombre d'années que j'ai mis pour apprendre à contrer ce truc que parce que je suis plus faible physiquement, je vais me pousser. Et en fait, ça m'a rendue hyper forte. Mais ça me rend triste d'en arriver là, de se dire, on a besoin de ça. Ouais. Alors attention, pas de généralité, c'est pas tous les hommes, c'est pas toutes les femmes, mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui est inscrit dans la construction physique qui fait qu'à ce moment-là, c'est pas cette personne qui se poussait. Et moi, je me suis dit, en fait, je parle de ça plus pour parler de moi, que moi, normalement, je me serais poussée, en fait. Ouais, bien sûr. Et cette fois-ci, j'ai pas eu envie, puisqu'en fait, c'est moi, j'étais lancée. Pourquoi j'allais m'arrêter? C'est eux qui sortent du magasin. Et il y a eu ce petit truc où je me suis dit, il m'a fallu des années pour apprendre ça, des années aussi pour me dire... je ne m'excuse pas à tout bout de champ. Je ne dis pas merci 150 000 fois quand on m'a rendu un petit service. Une fois, c'est bien. Et toutes ces choses, en fait, ça fait partie de la légitimité, il me semble. Quoi. Et puis aussi, moi, dans mon parcours de vie, j'ai fini par comprendre très récemment que j'étais probablement venue faire les choses lentement mais sûrement et que c'était OK. Et d'accepter ça, finalement, et ben, en fait, elles vont beaucoup plus vite. Parce qu'avant, j'étais assez fâchée que ça aille doucement. Okay. Et là, maintenant, je me dis, non, c'est logique, c'est OK. En plus, ma carrière correspond, je trouve, à un timing assez juste par rapport à ce que je représentais et ce que je représente maintenant, donc. Ouais. Donc, en fait, c'est bien. Et ce calme-là dont je parlais au tout début, cette souplesse, cette acceptation, en fait, elle vient doucement. Et finalement, la légitimité, elle vient avec. Et puis, il y a aussi, on va pas se mentir, le fait que ma carrière fonctionne et que les gens me donnent dans le métier aussi des retours vraiment incroyables par rapport à mon travail, notamment par rapport au rôle de Chirine dans Fauda. Maintenant, on commence à me dire « Ah, je t'ai vu dans Liaison, ah, je t'ai vu dans Pax. » Bon, c'est bien, ça fait plaisir. Ou dans des trucs américains. Bon, et ben évidemment, on se dit « Ok, je ne travaille pas pour rien. Je suis pas là
complètement par hasard et je suis pas sur la mauvaise voie. Mais ça prend du temps et entre-temps, il y a des espèces de creux comme ça, de crash que tout comédien ou comédienne a. Enfin, toute personne qui est dans l'auto-entrepreneuriat de sa personne, que ce soit dans l'art ou dans n'importe quoi d'autre, quand on n'a pas juste quelqu'un qui nous dit quoi faire, ce qui n'est pas négatif, hein, simplement ça correspond pas moi à mon... Je crois qu'à 7 ans, j'ai dit à ma maman, j'aurai pas de patron. Donc, c'est très clair. Et cette voix-là. Comme ça. Comme ça, j'aurais pas de patron. Et bien, évidemment, il y a des périodes de creux, de doute. Et voilà, après, il faut prendre du recul et voir la ligne générale, quoi. La ligne générale. Je suis d'accord. Ça me fait penser... C'est rigolo ton anecdote, parce que moi, elle m'est arrivée tout à l'heure, ici. Ouais, quand tu as vu, les escaliers sont assez serrés. Donc, tu passes pas à 2. Ou c'est difficile. Ou tu t'embrasses. Quand je suis descendue, il y a 4 gars qui ont commencé à monter les escaliers. Donc, je me suis retrouvée coincée dans les escaliers. Et il y en a qu'un seul qui s'est excusé. Les autres, ils ont continué leur chemin. Et pourtant, j'étais déjà au milieu de l'escalier. Ils auraient pu attendre. Bah en fait, c'est vraiment une construction. Ça vient de l'éducation aussi des petits garçons et des petites filles. On ne nous éduque pas de la même manière. Et aussi, on n'a pas les mêmes cerveaux et c'est normal. On peut demander l'équité, mais on n'est pas égaux en tout et on n'a pas le même cerveau, en fait. Et c'est hyper intéressant quand on s'intéresse à l'éducation des petits garçons qui ont besoin de casser à des moments alors que des filles non, mais c'est parce qu'on n'a pas la même maturation au même moment, en fait. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Donc, tout s'explique au niveau sociologique, mais je pense qu'effectivement, puisque là, on est 2 femmes, dans notre construction et notre légitimité et l'apprentissage de la légitimité, ces petits détails ne sont pas insignifiants. Et en plus, on n'est pas obligé de descendre l'escalier en défonçant les autres gars. On peut le faire avec classe et gentillesse. Simplement, c'est important de ne pas s'effacer automatiquement. Ah bah oui. Mais c'est un apprentissage un peu long. Un peu long. Et bon. Et je te rassure, je me suis pas enlevée. Mais je te connais, je sais. Non, mais ça s'est fait tout en douceur. Et jusqu'il y en a qui disaient, oh, pardon. J'ai dit, non, mais c'est pas grave, ça arrive. Après, ils pouvaient être aussi dans leurs pensées parce qu'ils finissaient une émission et tout. Donc, c'est pour ça, ne faisons pas de généralité. Incarnation. On en a un peu parlé déjà. Oui, mais ça me fait penser au fait que c'est une question qui est récurrente chez tous les comédiens du monde, c'est est-ce qu'on peut tout incarner ? Est-ce qu'on doit tout incarner ? Qui est une autre question que je me pose encore. C'est-à-dire, est-ce que... Bon, alors déjà, moi, je pense qu'on peut tout incarner, nous, on peut le faire, mais... Tu parles en tant qu'actrice ? Oui, je pense qu'on peut tout jouer. Parce qu'en fait, quand on regarde autour de nous, franchement... Il y a des petites mamies, des fois, qui vont avoir un comportement de tyran auquel donc, il y a des choses complètement inattendues. Il y a beaucoup trop de diversité humaine pour se dire qu'il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, dans notre jeu aussi. Par contre, on est limité, et on sera limité malheureusement très souvent par des stéréotypes qui font que moi, je n'étais pas une jeune première, alors qu'en fait, j'ai été jeune, très jeune, et j'ai été une jeune amoureuse. Donc j'ai été cette jeune première. Donc je pouvais l'être puisqu'elle existe, elle est vivante. Mais à l'écran, ça n'allait pas dans les stéréotypes humains qui sont des stéréotypes qui datent de l'Antiquité et qu'il est difficile de casser. Et aujourd'hui, je suis en train d'entrer pile dans mon stéréotype qui est que effectivement, je peux avoir des faiblesses, des fragilités, mais que c'est vachement plus intéressant de l'avoir sur une femme justement qui est grande, qui est forte, qui a du pouvoir naturellement et d'aller briser ça. Là, c'est intéressant. Mais je rentre pile dans mon stéréotype, justement, d'une femme forte, sans rien faire. Alors, ce qui est intéressant derrière, c'est ça, c'est d'aller déjouer le stéréotype. Donc, je pense que, voilà, ça, c'est pour ce qu'on peut incarner. On ne peut pas tout incarner. Mais je pense qu'on peut, mais je pense que le public et le métier n'a pas la place. Et évidemment, en fait, en réalité, c'est assez logique. Mais bon, je sais pas si je suis très claire. Je vais te dire... Tu veux que je recommence ? Non, pas du... non, si, je peux. Non, c'est clair. Mais c'est que, justement, je voulais que tu approfondisses. Parce que tu me dis oui, mais non. Donc, non, tu penses que tu... Claire, c'est que je recommence si tu veux. Donc, en fait, c'est parce que dans les projets, quand on va nous distribuer, en réalité, il y a un certain nombre de stéréotypes et on va moins facilement me distribuer dans la jeune première, ou en tout cas maintenant, à l'âge que j'ai, plus dans la jeune première, mais dans la
fragile, etc., on va plutôt me distribuer naturellement dans un rôle un petit peu à responsabilité, un petit peu fort, parce que ça me correspond, c'est une évidence. En fait, dans les projets, on va à l'évidence. Donc, à cause de ça, on ne peut pas tout jouer. Dans notre métier, dans l'industrie qu'est le cinéma ou la télé. Mais moi, je pense que je peux jouer tout. Et d'ailleurs, tout acteur pense ça, en réalité. On sait juste qu'on est limité. Oui, tant mieux, mais, bah, évidemment. Mais on est limité par ce que demandent les projets. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et d'un autre côté, je me demande si on doit tout jouer. C'est une question que je me pose. Et en même temps, on ne peut pas raconter une histoire, parfois, sans raconter, prenons le chaperon rouge, il faut bien que quelqu'un joue le loup. Mais est-ce que cette personne, Kyla et moi, a envie de jouer le loup? Et il y a des situations, des extrapolations qu'on peut faire sur plein d'histoires horribles dans l'humanité, ou des rapports hommes-femmes, ou des choses comme ça. Il y a des fois où moi, il m'est arrivé de dire non, ça, je ne donnerai pas vie, corps, à ce personnage. Je ne veux pas. Est-ce que j'ai raison? Je suis pas sûre. Je pense que peut-être je me suis trompée. Mais en même temps, d'inscrire par exemple certains sujets comme du terrorisme, etc., dans l'imaginaire des gens puisque on le représente à l'image, c'est quelque chose qui m'a posé problème à un moment. Et en fait, en même temps, je finis par me remettre en question en me disant comment tu veux qu'on raconte une histoire qui puisse peut-être amener quelque chose de positif au final, s'il n'y a pas quelqu'un qui incarne cette personne-là. Donc voilà, je me remets en question tout le temps, j'avance et voilà. Donc est-ce qu'il faut tout incarner? Peut-être, mais après, il y a comment on le fait. Voilà. Et pourquoi? Et pourquoi peut-être. Et pour qui surtout? C'est-à-dire pour quelle réalisatrice ou quel réalisateur, à qui, toujours pareil. À quel point de vue? Donc c'est... Bah voilà, après, c'est bien, j'ai des questions à me poser encore. J'ai pas répondu à tout. Et parce qu'avant, ça venait toucher tes valeurs. Donc, à partir du moment où ça touchait tes valeurs, tu te disais peut-être que je vais pas... C'était pas de mes valeurs, c'était que ça me blesse. Il y a quelque chose qui me blessait, c'était trop dur pour moi de voir certaines choses. J'arrivais pas à me dire, je vais incarner cet humain-là. D'ailleurs, je sais que c'est pas facile pour d'autres acteurs aussi et actrices. C'est régulier, cette question-là. D'accord. Le prochain mot, c'est... peur. Au pluriel ou au singulier? Singulier. Ou au pluriel, comme tu le sens. Non, parce qu'on en a rarement qu'une, donc de toute façon. Pas peur de bien faire, ou peur de pas bien faire. Peur de plaire ou de ne pas plaire. Il y en a tellement. Est-ce qu'elle te freine, la peur, justement? Ou tes peurs te freinent? Ouais, c'est sûr. La peur de réussir me freine numéro 1. Ah non. Et si. Mais c'est en train d'aller derrière moi. C'est en train d'être terminé. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait des années et des années que j'ai peur de ça. De réussir? Ouais. Mais pourquoi? Ah bah ça, j'en sais rien. Je suis arrivée comme ça. Avec ce truc à travailler. C'est clair que c'est... Voilà. Peut-être aussi, si on veut chercher des... Dans l'enfance, j'ai été énormément harcelée parce que je réussissais et que ça a été un frein immédiat. Je veux dire, mais je pense que c'est venu appuyer sur ça qui était peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je me suis complètement éteinte très rapidement à la fin de l'enfance, on va dire, pour qu'on arrête de me harceler, puisque voilà, moi j'ai dû quitter l'école et tout, pas très marrant. Et en fait, quand je suis revenue, je me suis juste éteinte, de manière à ce que je ne fasse plus un pli. Et comme ça, il n'y a plus de raison de... Et ça a duré, je pense, jusqu'à il y a 2 ans. Ça y est, 3 ans maintenant. Parce que j'ai décidé de donner naissance à mes projets et de plus me poser de questions. Et c'est aussi pour ça que aujourd'hui, quand il y a des gens qui me disent « Oh là là, mais toi, tu fais tout », je dis « Non, ça va, je fais pas de maths, ni de physique, je vais pas sur la Lune. Non, je fais juste un petit peu d'art, en fait, à mon niveau. Mais le regard des autres... Ce genre de réflexion est là toujours pour nous arrêter. Oh, nous faire peur. Oh là là, est-ce que je fais trop de choses? Basta, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Donc, mais j'ai eu très, très peur de tout. J'ai eu peur de montrer mes peintures. J'ai eu peur de dire mes textes. Alors qu'aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est d'être sur scène et de dire mes textes en poésie. Poésie en musique. J'ai très, très envie de ça. J'ai envie de transmettre. Ça y est, en fait, j'ai lâché les choses. Ouais. Le prochain mot, c'est feu. Feu. Des fois, je me demande si tu me comprends avec mon accent. Il n'y a pas d'accent sur feu. Non, mais bon.
Je sais plus, tu vois, ça aussi, pareil. Petite remise en question. Bon, ça va, c'est beau. Ça chante, ça me plaît. Donc, feu. Tu sais que je suis ardéchoise à la base. Hein. Je suis ardéchoise quand même à la base. Donc on dit maman. C'est... Ah, ouais. si. À moins de G, il y a moins... J'arrive pas à le faire, moi, j'ai jamais... Non, mais toi, tu n'as pas d'accent du tout. Parce que moi, j'ai jamais réussi à le prendre, parce que mes parents l'avaient pas, donc voilà. Feu. Eh ben, feu, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est genre feu. C'est, on y va, on brûle tout, d'ailleurs. En ce moment, tu vois, c'est marrant qu'on fasse finalement le podcast aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a 2 jours, j'ai vraiment pris conscience de quelque chose et je me suis dit, mais tout ça, je le brûle, c'est derrière moi. Je me suis vraiment pris quelque chose comme ça dans la tronche et je me suis dit exactement tout ce qui m'a justement empêché, freiné. Pendant des années, j'ai voulu... j'étais pas en accord finalement avec le rythme qui s'imposait à moi. Et donc, en voulant aller plus vite, j'allais encore plus doucement. Et... J'aime beaucoup cette phrase. Mais c'était bizarre, mais c'était comme ça. Et tout le monde me disait, mais il faut que tu sois patiente. Je fais, excusez-moi, je crois que je suis patiente quand même. Et en fait, dans mon positionnement intérieur, pas du tout. Donc, peut-être qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'acceptation. Bon. Et je me suis aussi dit que j'allais brûler tout ce qui, en moi, avait été, de près ou de loin, victime. Parce que, évidemment, quand on passe par des choses qu'on a évoquées et d'autres, on a tous nos parcours plus ou moins agréables ou violents, et ben il y a des traces qui restent mais qui pèsent lourd. Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est à moi de décider de plus me positionner, de plus comme une victime et de ne plus en faire mon identité. En fait, c'est pas que c'est mon choix, c'est qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un endroit où ça peut être mon choix. Ce qui n'était pas le cas avant. J'en étais pas capable. J'en avais besoin. Ouais. J'avais besoin de me plaindre, par exemple. J'avais besoin de dire que ça prenait du temps. Et en fait, aujourd'hui, je me dis non, c'est génial que ça ait pris ce temps et que je sois toujours là. Parce que maintenant, c'est le bon moment. Mais ça a changé là, très récemment. Et donc, si tu en as la primeur, j'ai tout brûlé. Et donc, j'ai un champ neuf à cultiver. C'est super. Puis très riche, du coup. Du coup, ça colle avec le prochain mot. C'est normal. Absolument. Pardon. C'est vérité. Vérité. Bah oui, quelque part. Tu vois, c'est la... Bon, enfin, vas-y. Ah oui. Je vais pas répondre à ta place. Écoute ça, oui, non, mais tu pourrais faire le podcast à ma place. Tu me connais un peu. Écoute, la vérité, c'est la vérité. Pardon. C'est drôle, c'est bien. Ça fait vivre un peu le podcast. C'est que... la vérité, c'est de ne plus se mentir aussi. Je pense que ne plus se mentir, ça prend peut-être, j'espère pas toute une vie, mais en tout cas, ça prend du temps. Je pense qu'il y a des mécanismes qu'on met en place dès l'enfance, très 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 vite. Dès qu'on comprend, par exemple, pour moi, que je ne correspondrai pas, jamais, aux attentes de certaines personnes. Ah oui. Et en fait, tout de suite, on met en place des mécanismes de mensonge, de protection, pour réussir à survivre. On a tous nos mécanismes de survie, et toutes. Et du coup, moi, j'ai mis en place, évidemment, tout un champ de possibles où je pouvais m'aimer quand même, malgré telles épreuves, malgré, etc., malgré tout. Et je dis pas du tout que c'est fait ou que c'est facile, qu'une fois on laisse tomber toutes ces supercheries, on s'aime encore, ou au contraire, justement, on s'aime enfin, et qu'on soit dans une sorte de vérité. Parce tu que... vois, pardon, je te coupe, je suis obligée. Ouais. Parce que tu as semé... Il y a le semer et s'aimer, tu vois. On s'aime enfin. Ouais, on s'aime enfin. Dans mon nouveau champ. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Vas-y, pardon. Et voilà, on s'aime enfin. Et il y a je sais pas si... En fait, franchement, je pense que si on arrive vraiment à un moment à la vérité, peut-être que la mission est finie, le jeu est terminé et on meurt, peut-être. Ou pas. Ou alors on vit une vie tranquille. Je pense qu'en fait, on a des challenges tout le temps parce qu'on s'améliore et que l'humain, je crois, avoir compris que la machine est faite comme ça, on est tout le temps en train de vouloir se pousser. C'est peut-être ce qui nous différencie, une des choses quand même, peut-être, des animaux, c'est qu'on ne se satisfait pas
de quelque chose, bien que ce soit souvent la clé du bonheur, de se satisfaire de ce qu'on a, mais c'est autre chose. On peut se satisfaire de ce qu'on a, d'un beau foyer, etc., et puis de vouloir le rendre un peu plus beau. Je pense que ça, c'est quelque chose de très humain. On va toujours, une fois on a quelque chose et qu'on l'a compris, on a envie d'aller un peu plus loin, on a envie d'aller plus loin vers cette vérité-là. Et cette quête de sens, parce que j'ai vraiment compris ça, évidemment, à force de me poser des questions, je me suis dit, mais en fait, l'humain ne peut pas vivre sans donner du sens à des choses qui n'en ont pas, en fait. Parce que la plupart des choses qu'on traverse n'ont pas de sens. Si on veut être un petit peu honnête et dans la vérité. Ça n'a pas de sens. Ce que le monde traverse en ce moment, ça n'a pas de sens. Mais rien n'a de sens, en réalité. Même les belles choses, je ne sais pas s'il faut y trouver du sens. En revanche, nous, je crois qu'en tout cas moi, je n'arrive pas à vivre sans y placer du sens. Et ma vie, d'un coup, je la comprends quand j'y trouve une sorte de vérité, de sens. En tout cas, le sens me permet de me dire « Ah, c'est peut-être ça ma vérité ». Mais c'est qu'une histoire qu'on se raconte. C'est une histoire que je me raconte. Mais au moins, elle me permet de tenir debout et de comprendre ou de me faire croire à ce que je suis venue faire ici. Sinon, je ne peux pas vivre. Et est-ce qu'il y a des vérités que tu ne dis plus? Que tu ne dis plus qui te... Ouais, voilà, parce que ce que tu disais dans le but de te faire aimer. Ah non, pas dans le but de me faire aimer. C'est ça ma question. Alors, déjà, il y a des vérités que je dis plus aux autres. Oui. Vas-y. Il y a des vérités que je dis plus aux autres parce qu'en fait, d'abord, qui je suis pour leur dire, et en plus, ils sont pas forcément prêts à l'entendre. Et surtout, il faut respecter le rythme de chacun. En fait, on a beau dire une vérité à quelqu'un, s'il est pas prêt, on l'entend pas. On peut pas changer les autres, ils peuvent que se changer eux-mêmes. Bon, voilà, donc il y a des vérités que je dis plus, évidemment. Est-ce qu'il y a des vérités que je dis pas sur moi-même dans le but de me faire aimer? Ouais, parce que peut-être, est-ce que tu as déjà utilisé cette manière de faire, on va dire? Peut-être que ça ne t'appartient pas et que ça te parle pas. Parce que parfois, on dit des choses parce qu'on sait que ça va passer, ou tu vois... En fait, moi, j'ai passé ma vie entière, jusqu'à ce que je brûle mon champ, à essayer de me faire aimer. Mais en fait, j'ai plus envie. C'est-à-dire que maintenant, si je ne heurte personne... A priori, on va pas me détester. Ça vient, c'est déjà suffisant, c'est cool. Voilà. Et puis moi, je vais pouvoir vivre ma vie comme je l'entends, sans être attachée, mais comme ça, liée à ce qu'on pense de moi. Bon, ben, évidemment, je vais pas pouvoir m'en défaire complètement. Il y a personne qui peut complètement s'en défaire, sinon on fait pas société. On vit dans une grotte en ermite et on est content. Ce qui est pas le cas de beaucoup d'humains quand même. Donc on peut pas s'en détacher complètement. Mais en revanche, je peux aujourd'hui... En fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. J'en dis beaucoup moins qu'avant, finalement, sauf dans un podcast. Mais sinon, dans la vie, je me suis rendu compte qu'on est tous... En fait, je nous vois comme une espèce de corps avec plein de petites blessures qui dépassent. Et en fait, finalement, quand on s'approche des gens, nos petites blessures réagissent, nos grandes blessures aussi, et qu'il est parfois plus intelligent, plus sûr aussi, plus safe, comme on dit, de un petit peu rentrer ces choses-là en soi et de se guérir un peu soi-même avant d'aller se frotter aux autres. Donc, je pense que c'est pas la peine déjà de dire toutes ces vérités comme ça. C'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est un apprentissage parce qu'au départ, c'est pas mon naturel à moi. J'avais tendance à faire une très grande confiance dans les humains et les humaines. Oui, je te comprends. Moi, j'ai tendance aussi à parfois dire la vérité quand on me l'a pas forcément demandé, pensant que ça... Et encore que maintenant, j'enrobe. Hein. Parce qu'avant, j'enrobais pas forcément, tu vois. Maintenant, voilà. J'ai appris à bien enrober les choses en me disant, oui, mais elle a forcément besoin d'entendre ça. C'est pas possible. Elle va se planter. Ça va être... Je pense que c'est une erreur, effectivement. Parce que c'est, en général, pas tout le temps, hein, mais en général, pas forcément bien accepté, parce que l'autre ne t'a rien demandé. Donc, il faut aller à son allure aussi, tu vois. En tant que thérapeute, en plus, tu dois avoir le réflexe de vouloir le faire. Donc, c'est encore plus difficile. Mais je te parle dans ma vie privée, bien sûr. Ouais. Et c'est ça, c'est ce réflexe-là. Et là, tu te dis non, mais en fait, non. Parce que je la coache pas, c'est pas... Enfin, je l'accompagne pas, donc non. Et ouais, effectivement, ça crée des petits problèmes. Je le vis en ce moment, vois-tu. Enfin bref, elle se reconnaîtra, je pense. Et alors, le mot de la fin pour toi, très chère Laetitia,
si tu as... C'est à moi de dire un mot. Ouais. Ah, déjà, est-ce que tu veux... Non, tu as parlé de ton actualité. Tu as l'EP. Alors, on va faire un petit résumé. Bientôt, quand je vais faire des petits clips qui vont les accompagner, je vais sortir 6 chansons qui sont très différentes. Qui passe déjà il y a de l'anglais et du français, qui passe du slam au chant, qui parle globalement un peu de l'enfance, de la maternité ou du désir de maternité, du rapport aussi filial d'une fille à son père. Ça, c'est une chose. Je suis en train de réunir du coup beaucoup de textes pour en faire un recueil aussi. Je travaille sur des scénarios, dont un long métrage qui s'appelle L'Enfant Bleu. Encore une histoire d'enfant. Et plusieurs courts-métrages qui sont en production. Et puis la peinture continue gentiment. Il y a eu un gros coup de pouce quand on a fait l'exposition à Marseille. Mais on m'a proposé une autre expo à Marseille, comme tu le sais. Donc je vais continuer. Et voilà. Et c'est déjà beaucoup. Et au niveau actrice... J'allais oublier, dis donc. Il y a 2 séries qui vont sortir suite à Pax Massilia, là, qui vient de sortir sur Netflix d'Olivier Marchal. Il y a La Cible, qui est une série qui sera une série Prime TF1, avec notamment Faux Voto, que j'ai découverte et vraiment appréciée. Et il y aura La Terre et le Sang, qui est une série que j'ai fait en Corse, d'Ange Basterga avec Thierry Neuvik et Vaina Jokante. Très chouette femme aussi. J'ai eu la chance de travailler avec des femmes vraiment très très chouettes ces derniers temps. Et je tourne Pax Massilia 3. Ça, on peut le dire, puisqu'ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé, ouais. En janvier, à partir de janvier jusqu'au mois de mai. Donc ça va... On est mi-janvier déjà. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas mal. Pour toi, le mot de la fin, plaisir. Ok. Parce que je veux prendre du plaisir à toutes les choses que je fais. Puisque je me suis assez flagellée pendant beaucoup d'années à me compliquer la vie, à penser au regard des autres et si on allait aimer ou pas. Allez. Donc c'est le conseil que tu donnerais aux gens qui nous écoutent. En gros, prenez du plaisir et... Oui, je me le donne à moi déjà, mais en tout cas, oui, je pense que, en fait, c'est la clé de tout. C'est-à-dire que en réalité, quand on prend du plaisir à quelque chose, c'est qu'on est au bon endroit. Et ça ne veut pas dire que dans le processus, ensuite, il n'y a pas des efforts à faire. Mais des fois, on fait des efforts avec plaisir, en fait. Et moi, quand je travaille un texte qui fait 4 pages et que j'ai du mal à le faire, il y a des efforts, mais en fait, je prends plaisir. Et si d'ailleurs je prends plaisir, je vais l'apprendre beaucoup plus vite. Donc, plaisir. Ça marche. Merci. Mais de rien. Merci à toi.